Bonjour à tous pour un nouvel épisode des batailles discrètes mais décisives. Aujourd'hui, pas l'introduction, immersion au cœur du sujet. Imae 272, le sol poussiéreux de la fin de la planète alien, tremble sous les pas de deux armées qui se rencontrent, dans le fracas des armes, le hennissement des chevaux et les cris des légionnaires. Les deux armées sont équipées de la même manière, ou presque, ont le même professionnalisme, la même culture, une à deux langues communes et appliquent peu ou prou les mêmes tactiques. Les cataphractes palmyrènes chargent les cavaliers dalmates dans une plaine assez étendue pour des manœuvres élaborées de course-poursuite. Le choc est indécis, pourtant l'un des deux commandants a un atout secret dans la Manche. L'endurance à la chaleur, et ce n'est pas forcément celui que vous croyez. Et nous verrons pour quelle raison ce tout petit avantage a fait la différence dans une bataille oubliée mais qui a été décisive. Car les enjeux d'Imae ne furent ni plus ni moins que de réunir l'Empire romain sous une seule et même autorité. Pour comprendre cette bataille, revenons à un peu de contexte. Suite à la bataille d'Abritus en 251 et aux multiples calamités qui s'étaient abattues sur l'Empire romain, telles la peste de Saint-Cyprien, une inflation galopante, une armée constituée de généraux prêts à prendre le pouvoir au mépris des institutions politiques, sans oublier des raids barbares massifs combinés à des invasions perses, l'Empire romain s'était scindé en trois blocs distincts à partir des années 260. En Gaule et en Bretagne, un usurpateur avait fait sécession sans confronter le pouvoir de Rome. Et à Palmyre, le second de Valérien, un certain Septime Odeina provoque une transition plus douce vers l'indépendance à partir de 260 en créant l'Empire romain de Palmyre. C'est ce dernier fragment d'empire qui semble avoir, pour beaucoup, enflammé les esprits. D'une part, Odeina, un loyaliste de Valérien, semble s'entendre avec son fils Galien en Occident. Mais d'autre part, il n'est ni complètement romain, ni complètement grec. Il serait possible de le considérer comme un arabe romanisé, parlant couramment l'araméen et l'arabe en plus du grec et du romain, ce qui lui permet de fédérer autour de lui une population cosmopolite vivant sur les anciennes marges de l'Empire. Ce qui allait surtout choquer l'historiographie très masculine de certaines époques, allait être le tournant à partir de 267, lorsque sa femme, Zénobie, allait prendre le pouvoir et l'assumer par elle-même, devenant officiellement la première impératrice romaine, même si elle pouvait maintenir la fiction d'une régence. Pour beaucoup donc, avec une vision très occidentale, l'Empire palmyrénien était une sorte de décadence traîtresse à éliminer, en ayant fait sécession avec Rome. Rome, la martiale, alors gouvernée par un empereur soldat, le fameux Aurélien, qui allait reconquérir l'intégralité de l'Empire, faisant écho à la figure du héros guerrier, du conquérant, et de figures plus traditionnelles de forme du pouvoir. Mais cet empire palmyrénien, malheureusement assez peu documenté, a alimenté trop de fantasmes et pas assez d'études approfondies, bien qu'aujourd'hui il existe d'autres dérives, puisque certains vont étudier le sujet sous l'angle du genre, un thème à la mode, en oubliant que seul le 19e et une partie du 20e siècle ont véritablement été trop masculins. Il ne faut pas oublier que l'époque romaine est finalement assez favorable aux femmes, et elles y ont des droits importants depuis l'époque d'Auguste. Les mères d'empereurs, filles d'empereurs ou femmes d'importance exercent même des formes de pouvoir à l'instar d'Agrippine ou de Julia Maesa. Le rang est plus important que le genre, et les Augusta, en ayant un rôle sacré, sont toutes écoutées. Elles ne sont décriées que par la suite, par le nouveau pouvoir en place, souvent plus viril et plus incompétent, qui s'appuie sur l'armée. Ainsi Néron envoya-t-il Corbulon contre les Parthes pour faire oublier ses incroyables frasques après avoir tué sa mère, pensant acquérir de la gloire. Et ainsi Maximin le Thrace tenta-t-il de faire oublier le meurtre de Julia Maméa et de Sévère Alexandre, provoquant la pire crise dynastique de l'histoire romaine. Étudions donc cet empire palmyrénien. Que vaut-il? Était-il si dangereux que ça pour Rome? Nous avons vu que sous Galien, les relations avec Odeina étaient plutôt bonnes. En effet, Odeina avait été fait recteur de l'Orient par Valérien et commandait de nombreuses légions. Ses victoires contre Shapur,
en Perse, en 262, témoigne même de sa valeur militaire. L'empire palmyrénien est donc loin d'être faible. Il est bien commandé et ses troupes sont valeureuses, car le même Chapour Ier de Perse avait mis en difficulté toute une série d'empereurs, de Gordien III à Valérien, des années 240 à 260. Odenna va même plus loin en écrasant des usurpateurs contre Galien, preuve que les relations entre Palmyre et Rome ne sont pas totalement hostiles. En 266, Odenna reprend la guerre contre les Perses et parvient même jusqu'à Ctésiphon, l'ancienne capitale parthe, qu'il capture. Il égalise donc les exploits de Trajan et de Caracalla, ce qui n'est pas rien. Le vieux Chapour est obligé de négocier et de céder des territoires face au jeune empire de Palmyre. L'empire perse ne tarde pas à entrer en crise de succession à sa mort, dans les années 270, ce qui fera que le puissant voisin des Romains ne constituera plus de menace, du moins jusqu'au milieu des années 280. Palmyre et Rome vont donc fatalement être amenés à être rivales entre 267 et 272, car le pouvoir change de main, aussi bien dans l'empire d'Occident, que ce qui ressemble déjà à l'Empire d'Orient. Palmyre surclasse en effet la plupart de ses anciennes rivales de Syrie. Antioche, rasée par les Perses en 252, est péniblement reconstruite. Émèse, bastion de la dynastie des Sévères, est matée lors d'une révolte des années 260. Une bonne partie du commerce de Mésopotamie a donc intérêt à transiter par Palmyre, la nouvelle capitale et la seule ville sûre. De surcroît, les succès militaires d'Odenna lui montent à la tête. Proclamé roi des rois par ses troupes, puis empereur d'Orient, il fait de l'ombre à Galien, qui ne peut ni se targuer de tels succès contre ses rivaux, ni se réjouir du fait que l'ancien lieutenant de son père n'ait pas pensé à racheter la liberté de Valérien, s'il était encore en vie, au moment des négociations de paix. De son côté, Zénobie, alors deuxième épouse d'Odenna, craint pour la succession, favorisant Hérode, le fils aîné d'Odenna, issu d'un premier lit, contre Wabalat, le fils cadet, dont Zénobie est la mère. L'assassinat d'Odenna en 267 constitue donc un crime politique qui profite aussi bien à la future impératrice qu'au débonnaire Galien, qui depuis Rome peut se réjouir de la disparition d'un dangereux rival. Mais l'a-t-il commandité, ce meurtre? Rien n'est sûr. Galien semble avoir été un empereur initié au mystère d'Éleusis, qui prône une absence de violence imméritée. Adepte de la philosophie néo-platonicienne, il prône aussi un usage de la force politique pour le bien. Il semble donc que cet assassinat soit le premier acte politique de Zénobie, avant d'occuper le devant de la scène. Alors certains d'entre vous me diront peut-être que Zénobie est une hellénisation de Batsabaï, qui est une appellation un peu plus arabisante, mais moi j'ai appris avec Zénobie, et qu'elle ait été grecque ou arabe hellénisée, dans ce monde cosmopolite qu'est l'Empire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Cela montre juste que la société de l'Empire romain oriental est tolérante, et c'est une bonne chose. Avec la disparition d'Odenna, il y a quelqu'un qui pourrait se réjouir, c'est Galien. Malheureusement pour lui, il n'a pas vraiment le temps de se réjouir, car il est âgé d'une cinquantaine d'années, et même s'il a survécu à l'essentiel de la crise du IIIe siècle, même s'il a vaincu quantité d'usurpateurs, même s'il a réformé l'armée et permis les premiers succès d'une Rome accablée par des temps difficiles, même s'il pourrait régner encore une bonne quinzaine d'années, lui et sa famille sont victimes d'assassinats multiples, qui mettent fin à sa courte dynastie. Et ceux qui les ont orchestrés, ces assassinats multiples, eh bien il s'agit des partisans de Claude II le Gothique, qui lui monte sur le trône en 268. Et cet événement ouvre aussi une troisième possibilité pour l'assassinat d'Odenna. Cette possibilité, c'est que les assassinats d'Odenna et de Galien soient liés. Les conjurés souhaiteraient à ce moment-là favoriser l'accession au pouvoir, bien sûr, de Claude II en Occident, au détriment d'un empire palmyrénien qu'ils cherchent à affaiblir, en pensant que la régente serait une sorte d'adversaire de faible talent. Et malheureusement pour eux, ils se sont trompés, Zénobie est une femme de tête. Alors pour la première fois en 268, la division de l'Empire issue du règne de Valérien ne rassemble plus des personnalités qui s'apprécient,
Claude II n'a aucune raison de faire confiance à Zénobie, et réciproquement. Donc la scission de l'Empire est consommée entre Occident et Orient. En 269, les Alamans pénètrent en Italie, et il faut toute l'énergie du nouvel empereur d'Occident pour les en chasser, avant de marcher contre les Goths pour défendre de nouveau les régions du Danube. Il n'en faut pas plus à Zénobie pour consolider sa toile diplomatique et tisser des liens vers la Perse, l'Égypte ou l'Asie mineure, des régions autour de sa zone d'influence, et qui pourraient avoir intérêt à basculer dans l'empire de Palmyre. Contrairement à beaucoup de dirigeants jusqu'alors, elle administre son pays avec sagesse et accorde une tolérance religieuse inégalée jusque-là aux chrétiens, aux juifs et aux minorités de culte. Elle-même adore le dieu Baal, une divinité phénicienne ancienne, associée à la fertilité et aux manifestations de l'orage. Baal est même associé à la foudre, un peu comme un Zeus phénicien, et il est également associé aux divinités infernales chtoniennes, donc vivant sous la terre. Et même s'il n'est pas maléfique, Baal a ensuite dérivé dans l'imaginaire vers un dieu plus malfaisant que bienfaisant. Mais à l'époque, c'était pas vraiment comme ça. Alors bien sûr, une femme qui dirige un empire et qui adore Baal, cela va rappeler à Rome de mauvais souvenirs, notamment celui des nombreuses guerres contre Carthage, puisque Hannibal ne veut rien dire d'autre que celui qui a la faveur de Baal. Et ça va lui faire craindre un État qui est dirigé par une femme et qui est sous influence phénicienne, donc carthaginoise, donc qui veut la destruction de Rome. Enfin, moi j'imagine un petit peu ce côté symbolique. En effet, de nos jours, si jamais je vous parle de Baal et de Moloch, normalement vous avez un a priori défavorable, puisque Baal s'est transformé dans la mythologie chrétienne sous le nom de Belzébuth notamment, donc un démon de sinistre réputation, voire même l'un des noms du diable. Je ne sais pas, je suis pas spécialiste, mais voilà. Donc tous ces dieux phéniciens sont devenus plutôt dans l'imaginaire chrétien des démons. Donc c'est pour vous dire sans doute le décalage de perception et le côté négatif qui s'est transmis en déformé avec le temps. Et donc le comportement de Zénobie, lui, n'a rien de sulfureux, comme veuve d'empereur, elle est même plutôt irréprochable. Mais si vous essayez de vous plonger dans l'esprit de quelqu'un de l'époque, eh bien, le culte de Baal, il est aussi lié à sa parèdre féminine, Astarté, qui est une déesse guerrière, une déesse des amours charnels et de la fécondité elle aussi, et ça a pu alimenter quelques interrogations et quelques fantasmes sur cette impératrice qui était réputée d'une grande beauté et qui n'avait pour égal que son intelligence et son ambition. Alors malgré ce côté un petit peu exotique, Zénobie est assez proche d'un Galien dans la manière de gérer les affaires religieuses et de s'intéresser au néoplatonisme, via le brillant rhéteur grec de l'époque, un certain Longinus d'Émèse, qui sera un de ses proches conseillers. Et son éclectisme religieux est donc parfaitement toléré dans ce monde romain, divisé, qui ne sait plus qui suivre en fait, entre un empereur-soldat nouvellement promu des légions d'Illyrie, sans grande éducation, et cette fascinante impératrice qui semble opérer une fusion des cultures classiques et moyen-orientales depuis Palmyre, parlant elle-même grec, latin, arabe et araméen, capable donc de fédérer tout comme son ancien mari, plusieurs peuples autour de sa personne. La crise éclate véritablement en 270. Claude II le Gothique meurt au cours d'une épidémie qui ravage aussi bien les rangs des Romains que des Goths. Celui qui lui succède, c'est Aurélien, un excellent maître de cavalerie, mais dont le pouvoir est encore tellement fragile que le temps des usurpateurs semble encore proche. De surcroît, de nouvelles invasions barbares le tiendront occupé en Italie jusqu'en 271, et ses premières batailles sont des échecs. La gloire de Rome semble donc se ternir, le pouvoir est à prendre et la chance sourit aux audacieux, et en l'occurrence aux audacieuses. Zénobie n'attend pas plus que la situation puisse se retourner en faveur de ses adversaires. Elle envoie son général Zabdas conquérir l'Égypte en 270 et prive la ville éternelle de son précieux approvisionnement en blé.
De l'autre côté, elle envoie des troupes et des délégations diplomatiques conquérir, presque sans coup férir, une bonne partie de l'Asie mineure, jusqu'à Ancire, l'actuel Ankara, en Turquie. L'empire palmyrénien est alors à son apogée et la gloire de Zénobie atteint son firmament. Par flatterie ou à dessein, elle est comparée à Cléopâtre et une ascendance lagide lui est trouvée, peut-être pour mieux convaincre l'Égypte nouvellement ralliée à sa cause qu'elle saura se montrer une souveraine plus locale et plus concernée par son sort qu'un rustre empereur illyrien, cet Aurélien qui n'a pas encore fait ses preuves et qui sera probablement renversé l'année suivante, croulant sous les nombreuses difficultés. Mais c'est mal connaître l'empereur Aurélien. Adepte de Sol Invictus et doté d'une énergie indomptable sur le champ de bataille, il est l'alliance improbable d'une furie toute romaine et d'une mansuétude dans la victoire digne d'un Alexandre le Grand. Le tout saupoudré d'une croyance malgré tout méconnue dans une divinité orientale, reprenant des aspects du culte de Mitra et d'Apollon, autrement dit, une sorte de divinité céleste protectrice des contrats d'un souverain juste placé sous l'égide du soleil. Un soleil bienfaisant qui s'honore tous les dimanches, le fameux Sunday britannique ou Sonntag allemand, puisque des troupes romaines adeptes de Sol Invictus y ont stationné dans ces deux pays. Et un jour, ça deviendra le jour du Seigneur, le fameux dimanche, lorsque le culte sera assimilé par le christianisme. Sauf que nous on appelle dimanche, on n'appelle pas ça le jour du soleil. Deux personnalités charismatiques et douées, pendant cette période, vont donc s'opposer dans la domination du monde romain entre Aurélien le guerrier et Zénobie, l'habile négociatrice. Aurélien va se montrer particulièrement efficace pour écraser toute menace pesant sur Rome. Il bat les Vandales en Pannonie fin 270, puis les Alamans dans la plaine du Pô pendant l'hiver 271, et enfin à nouveau les Goths sur le Danube la même année. Aurélien est partout, il s'occupe de tous les sujets et ne laisse rien qui puisse relever de son autorité. Partout où il va, il cherche à redresser la situation et ses légions le suivent à marche forcée, un rythme rarement connu. Surtout, Aurélien amorce un cycle vertueux. Il met fin à l'inflation galopante du IIIe siècle. En ayant peut-être vaincu le fameux Cniva ou son successeur, il venge l'affront d'Abritus de 251 et met la main sur le butin de guerre des Goths qui repassent aux Romains. Les mines d'Hispanie en 270, puis de Bretagne en 274 sont remises en état et placées sous son contrôle. La monnaie battue peut donc être de meilleure aloi, et ayant une meilleure teneur en métaux précieux, elle est plus valorisée, plus appréciée. Aurélien fait cesser la frappe de monnaie dans les ateliers trop dispersés pour n'en conserver que quelques-uns, afin de continuer à juguler l'inflation. Le peuple manque toujours de blé en certains endroits, mais la situation est loin d'être catastrophique. La peste de Saint-Cyprien est passée par là, et Rome n'a pas encore eu le temps de se repeupler autant qu'elle l'était dans les années 250. L'Afrique, très fertile, peut pourvoir en approvisionnement. L'arme de la faim conçue par Zénobie ne s'avère donc pas aussi efficace que prévu. Le peuple acclame très vite Aurélien pour avoir chassé la menace barbare arrivée en Italie même, ce qui n'était pas arrivé depuis des siècles, et pour avoir réussi à redresser la situation économique qui semblait aller de mal en pis depuis l'époque de Caracalla. Cet empereur peut paraître miraculeux, mais il bénéficie de l'héritage de Claude II le Gothique. En effet, dès 268, il est dit que l'Hispanie se rallie à Rome, alors qu'elle faisait partie vraisemblablement de l'Empire des Gaules jusque-là. Le problème est que l'une des rares sources vienne de l'histoire d'Auguste, un document anonyme de la fin du IVe siècle et traitant de la période troublée du IIIe, mais dont le souci de la véracité n'était pas le but premier. Cela veut dire que l'Hispanie, qui avait fait aussi sécession pendant le règne de Posthume de 260 à 268, privant Galien d'un précieux appui financier, va revenir dans le giron de Rome. Le retournement de situation favorable envers Rome s'explique en partie parce que l'Empire des Gaules est fragile et se défend surtout contre les invasions franques et alamanes, et aussi parce que le pouvoir de l'Empire des Gaules manque de légitimité et de rentrée monétaire pour payer les troupes.
l'Empire des Gaules est donc lui-même confronté à de multiples usurpations. Autrement dit, à l'ouest, ça s'arrange pour Rome. Ce que n'a donc pas prévu Zénobie dans ce jeu à 3, c'est la désintégration partielle de l'Empire des Gaules en faveur de Rome pendant la période 268-270. L'Empire romain d'Occident sort fortifié de l'épreuve en perdant un front potentiel sur l'ouest. Et en ayant les mains libres pour agir, Aurélien peut donc se tourner à la conquête de l'Empire de Palmyre dès 272. Cela n'empêche pas Zénobie d'essayer de conserver ce qu'elle a acquis. Elle fait battre monnaie avec la figure des deux empereurs, Aurélien, qu'elle reconnaît comme Auguste, et Wabalat, son fils, qu'elle tente de légitimer. Il y a certainement des négociations, mais les termes n'ont pas été conservés, et Aurélien refuse catégoriquement. Impossible, également, d'imaginer un mariage impérial qui aurait tout réconcilié. Si Zénobie est veuve, Aurélien est déjà marié. La confrontation armée est donc inévitable. À l'été 272, Aurélien prévoit qu'une flotte attaquera l'Égypte, dirigée par Probus, un futur empereur, tandis que son armée principale marchera à travers l'Anatolie afin de provoquer l'Empire palmyrénien dans une bataille rangée, qu'il espérera décisive. Et tout en progressant rapidement à travers le pays, Aurélien capture des villes comme Ancyre, qu'il ne met pas à sac, mais qu'il laisse en l'état et à qui il accorde l'amnistie pour rébellion. Il agit donc comme un libérateur et non comme un conquérant, et la magnanimité d'Aurélien lui vaut des louanges et il progresse en ayant l'appui des populations locales, tout autant que Zabdas, le général de Zénobie. Il s'agit donc d'un combat où les deux parties sont honorables et veulent rivaliser de courage, d'honneur et d'actes dignes d'être notés, presque chevaleresques avant l'heure. Mais comment sont composées ces armées? Avec quels effectifs? Eh bien, nous n'en savons presque rien. Nous sommes réduits à des suppositions. Certains parlent de 70 000 hommes pour l'armée d'Aurélien, mais le chiffre semble exagéré. 35 000 hommes semble plus probable pour une invasion à grande échelle sans dégarnir d'autres fronts en cas de menace, avec peut-être 7 000 cavaliers, l'autre partie des effectifs étant avec Probus en Égypte. L'armée palmyrène aurait pu avoir jusqu'à 42 000 hommes, dont peut-être 7 000 cavaliers également. Mais ce qui choque surtout est la rapidité de déplacement de l'armée d'Aurélien. En moins d'1 an et demi, elle a combattu et marché sur plus de 3000 km entre le nord de l'Italie et la Syrie. Cela fait une moyenne de 6 km par jour, en dépit de combats et de difficultés logistiques. Si jamais on oublie les jours de repos, les jours de combat ou de récupération pour les blessés légers, entre les batailles mineures et les escarmouches, le total passe à plus de 10 km par jour, en armes, avec pactage et par tous les temps. Il s'agit d'une moyenne. L'armée d'Aurélien est donc extrêmement mobile. Et à contrario, l'armée de Zénobie n'a marché que 500 km sur cette période, peut-être 1500 pour des éléments ramenés d'Égypte par Zabdas, ce qui fait à peine 1 à 2 km par jour en terrain favorable. Je vais faire une toute petite parenthèse, il s'agit d'une moyenne. Cela n'empêche pas l'armée de Zabdas d'avoir fait du 40 km par jour pendant quelques temps. Mais ensuite, elle s'est reposée en garnison, tandis que l'armée d'Aurélien s'est beaucoup moins reposée. Outre la stratégie plus défensive pour l'Empire de Palmyre, on peut imaginer que l'équipement des deux légions est malgré tout légèrement différent. Lorsqu'on se remémore Végès au 5e siècle, qui fustige Rome pour avoir abandonné l'équipement lourd et qui serait la cause de cette future défaite, on peut imaginer que l'armée d'Aurélien, en cette fin de 3e siècle, avait commencé cette mue vers l'équipement léger, pour pouvoir se déplacer plus rapidement sur tous les fronts contre les barbares. Et de surcroît, une partie des barbares vaincus était incorporée dans les légions de l'Empire d'Aurélien, pouvant apporter avec eux leur propre style de combat, notamment dans les rangs des auxiliaires. Les crises économiques successives ont également pu inciter l'armement à évoluer. Le pilum nécessitait des heures de travail et était cher. Les excellentes lorica segmentata étaient d'une excellente qualité mais étaient également très chères. Cela a pu conduire des empereurs dits illyriens à penser un équipement de qualité intermédiaire avec des plumbata plutôt que des pilums. Donc qu'est-ce que c'était que les plumbata? C'était des sortes de fléchettes à portée supérieure. On parle environ d'une 50aine de mètres, contre le pilum qui lui avait du mal à porter à plus de 20 mètres.
La cotte de maille ou l'orica amata, moins efficace contre certaines attaques perçantes ou des stocks, était plus facile à fabriquer et donc a pu davantage se généraliser dans un empire romain d'Occident en crise économique. De même, le casque n'est plus forcément aussi couvrant. L'accent est donc plus mis sur la mobilité et la capacité à couvrir son adversaire de trait avant de venir au corps à corps. Végès reconnaîtra d'ailleurs lui-même l'importance de cette volée initiale de projectiles pour désorganiser l'adversaire ou lui infliger des premières pertes. Et ça, c'est important dans l'armée d'Aurélien, puisque l'augmentation de la portée utile passe d'environ 15-20 mètres à 50 mètres avec les plumbata, dont l'utilisation est attestée pendant cette période. Face à cette armée d'Occident, qui a évolué dans le sens de la légèreté et de la mobilité, l'armée de Palmyre semble être restée dans le faste d'autrefois, avec un équipement lourd et onéreux. Les fantassins sont peut-être restés dans un style séleucide, ou dans le prolongement de l'expédition romaine de Caracalla de 216, avec deux formes proches de la phalange macédonienne, afin de mieux résister à la cavalerie lourde perse. Cela expliquerait les succès d'Odenar dans les années 260. Pour appuyer cette infanterie, des archers sont également présents. Mais ce qui fait le renom de l'armée palmyrène, ce sont les redoutables cataphractes, copiés sur les Perses et l'héritage séleucide. Ces premiers cavaliers lourds romains ont une charge dévastatrice et seront repris par la suite à travers tout l'Empire. L'armée romaine orientale possède donc une puissance de choc sans doute supérieure et une capacité à faire bloc. La fusion des deux styles, lors de la réunification de l'Empire, conduira peut-être à l'ordre paraphalangique et aux stratégies employées au IVe siècle, où on utilisera à ce moment-là l'expression de phalange tardive pour la Légion. Un dernier mot encore sur les prédispositions des deux armées. Aurélien semble être passé expert dans l'utilisation de la cavalerie, avec des feintes, des contre-attaques, des mouvements de dispersion dans l'espace, avec des courses-poursuites, et une réduction de ses adversaires en groupes plus petits, qu'il peut réduire ensuite effectivement plus facilement. Cette tactique, elle semble s'inspirer des Parthes, et elle pourrait presque être assimilée à une tactique un peu napoléonienne dans l'esprit, dans le sens où le combat s'effectue avec une supériorité numérique locale, mais pas globale. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a pu inspirer Aurélien, puisqu'il était surtout réputé pour combattre des Goths, des Vandales, des Germains. Alors est-ce que c'est la stratégie des Horaces et des Curiaces, qui remonte vraiment à l'Antiquité romaine? Est-ce que c'est le fait qu'il se soit remémoré des tactiques parthes? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, on sait que Aurélien utilisait cette tactique, tout comme Claude de le Gothique, ce qui expliquait l'efficacité de sa cavalerie. Sa cavalerie est donc une arme totale dans le temps et l'espace, qui ne compte pas seulement sur un premier choc décisif, mais sur une accumulation de petits combats, avec divers rapports de force locaux pour diminuer patiemment, mais implacablement, son adversaire. Zabdas, au contraire, étant donné son comportement aux batailles suivantes, semble avoir été dans la lignée séleucide, agissant comme un Antiochos III à Magnésie du Sipyle en moins 190. Sa doctrine semble avoir résidé dans une charge lourde, une poursuite pour exploiter le résultat initial et continuer ainsi jusqu'à la victoire. Mais cette tactique est malheureusement parfaite pour tomber dans le piège de l'autre, particulièrement par temps chaud et ensoleillé. Nous pouvons aussi revenir sur les prédispositions morales avant la bataille. Une averse ou un orage aurait pu être interprété comme un signe de Baal, favorable à Zénobie, et aurait galvanisé les troupes palmyrènes. Or, une chaleur écrasante et un soleil de plomb semblent avoir été la manifestation de Sol Invictus ce jour-là, condition météo que la superstition de l'époque aurait attribuée favorable à Aurélien. C'est ainsi que la bataille d'Imaé s'engage. Le choc a lieu. Les deux infanteries se déploient probablement en triple ligne, comme à l'accoutumée, et aucune des deux n'a réellement l'avantage. C'est sur les ailes que la décision s'apprête à être remportée. Les cataphractes chargent puissamment les cavaliers dalmates, qui encaissent de lourdes pertes, et sont contraints de fuir.
Fidèle à ses habitudes, Zabdas décide d'en finir avec l'ennemi et lance la poursuite, pensant ses troupes plus habituées à la fournaise qui règne sur le champ de bataille. Cependant, Aurélien a prévu la manœuvre. Ses cavaliers légers sont capables d'entraîner les cataphractes palmyrènes sur une grande distance, et leurs montures se fatiguent peu. Au contraire, sous leur carapaçon de cuir maillé, les chevaux palmyrènes s'essoufflent et ont du mal à tenir le rythme imposé. Sous leurs lourdes armures, les hommes transpirent davantage et s'avancent trop confiants à la poursuite des cavaliers romains. Lorsque les ailes palmyrènes semblent trop dispersées ou trop en retard sur les ailes romaines, les commandants d'Aurélien exécutent alors une volte-face qu'ils maîtrisent à la perfection depuis leur lutte contre les Goths. Épuisés, les montures palmyrènes s'effondrent ou ne peuvent plus supporter la contre-charge menée par Aurélien. Les cataphractes, réduits à l'état de fantassins ou bien cuisants sous leurs lourdes armures, n'ont plus l'endurance pour poursuivre le combat. Zabdas, impuissant, constate que sa charge initiale n'était victorieuse que par le stratagème d'Aurélien. Il ordonne la retraite et abandonne le champ de bataille. Signe que les légions romaines n'étaient pas non plus complètement à leur avantage, elles laissent s'échapper un ennemi qu'elles ne peuvent poursuivre de peur de tomber dans un piège ou d'être victimes de la même fatigue qui s'était emparée de leurs adversaires. Les troupes palmyrènes peuvent donc se retirer en bon ordre vers Émèse, où elles seront par la suite assiégées. C'est un fait assez unique dans l'histoire que la chaleur se soit retournée contre les armées qui étaient plutôt habituées à des températures fortes. Et cela, c'est à la fois la stratégie d'Aurélien et la différence d'équipement qui l'a provoqué. En dépit d'une bonne défense à Émèse, il apparaît alors clair que la situation tourne en faveur d'Aurélien. Par ailleurs, l'expédition égyptienne de Probus finit par être un succès, et Zénobie cherche à s'enfuir à travers le désert vers la Perse, mais elle est rattrapée et capturée à temps. Dès lors, connaissant la clémence d'Aurélien, Palmyre et Émèse se rendent, obtenant de l'empereur de rejoindre la partie occidentale de l'Empire sans aucun pillage, ni acte de répression envers l'aristocratie locale. L'Empire palmyrénien est fini. Aurélien peut donc sécuriser ses conquêtes en un temps record et rallier toute la partie orientale entre 272 et 273. Mais gare à ceux qui profitent abusivement de son pardon. Palmyre se révolte en 273, pensant le danger romain passé. Aurélien fait demi-tour et conquiert aisément la ville. Afin de faire passer clairement le message, il laisse les légionnaires amasser le butin qu'ils volent en mettant la ville à sac. La capitale temporaire de l'Orient ne retrouvera plus jamais un rôle de premier plan et sera désormais le siège d'une légion illyrienne pour s'assurer de sa fidélité. Qu'advient-il de Zabdas et de Zénobie après 272 ? C'est un mystère. Pour certains, ils furent exécutés, pour d'autres, ils purent bénéficier de la mansuétude d'Aurélien. Zénobie aurait même pu être remariée à un sénateur après avoir suivi le char de triomphe de l'empereur victorieux. En effet, Aurélien offrit même, d'après les écrits qui le montrent sous son jour le plus glorieux, comme ceux d'Eutrope ou d'Aurelius Victor, une charge correcteur en Lucanie à Tétricus, son ancien rival, empereur des Gaules, après sa défaite de 274. Ce traitement de faveur envers ses ennemis vaincus est remarquable et brise complètement le cycle de violence ou d'usurpation. Si chaque personnalité d'importance sait qu'elle peut espérer le pardon d'Aurélien, elle aura donc tendance à se ranger derrière lui plutôt que de sans cesse le défier. En revanche, ce qu'Aurélien ne tolère pas, ce sont les trahisons de ses ennemis qui ont bénéficié de sa première clémence, et les rébellions sont donc ainsi sévèrement réprimées. Cela explique pour quelles raisons, après l'effondrement de l'Empire palmyrénien, toutes les anciennes régions séditieuses rejoignent tranquillement le giron de Rome. Face à un empereur aussi courageux que généreux, et respectueux de la plupart des traditions, nul ne peut lutter. En 5 ans, l'Empire en crise se réunifie d'une manière miraculeuse. Tous les problèmes ne sont pas résolus, mais la victoire d'Imaé et les suivantes font fondre l'opposition. Tétricus, faible empereur des Gaules, implore d'être réintégré dans l'Empire romain et Aurélien accepte, à condition de livrer une bataille au préalable afin de montrer sa supériorité. Face à cet empire réunifié, aussi bien la Perse que les barbares hésitent à 2 fois avant d'attaquer les frontières, et un semblant de paix est retrouvé, jetant les bases d'une prospérité fragile mais retrouvée au IVe siècle. Pourtant Aurélien a conscience des dangers qui guettent Rome.
Pour la première fois dans l'histoire de l'évergétisme des empereurs, il finance non pas des termes colisées, mais bien des triples remparts pour protéger Rome. L'invasion de 270 en Italie n'est pas oubliée, et les citoyens craignent les raids barbares. Le désir de sécurité fait d'ailleurs s'ériger plusieurs murailles, comme à Athènes et dans toutes les villes principales de l'Empire. Tout semble donc aller pour le mieux, avec des frontières consolidées et des centres urbains mieux protégés, quand tout à coup, à la suite d'une incompréhension provoquant un complot amèrement regretté, Aurélien est assassiné en 275. Quel est alors l'héritage d'Aurélien et quelle fut la pérennité de son affrontement avec Zénobie? Ce qui suit est d'une ironie assez mordante lorsqu'on y réfléchit. D'une part, le successeur d'Aurélien ne fut nul autre que sa propre femme, Ulpia Sévérina, qui assure l'intérim du pouvoir, le temps de trouver un successeur et devenant de facto la deuxième impératrice romaine, jugée comme légitime, au contraire de Zénobie. Bien que, lorsqu'on y réfléchit, Zénobie et le clan d'Eudéna étaient légitimes par rapport à Valérien, et Aurélien n'était qu'un usurpateur de plus, étant peut-être responsable de l'assassinat de Galien, qui lui était le fils de Valérien. Cela montre donc le rôle des femmes dans cette fin de IIIe siècle, qui par leur statut sacré d'épouse, de sœur ou de fille d'empereur, ont le titre d'Augusta et peuvent assurer une continuité du pouvoir, ce qui est une évolution. L'image d'un IIIe siècle très martial en prend donc un coup, car finalement ce furent les femmes des années 270 qui jouèrent un rôle non négligeable dans le redressement de la puissance romaine. Étant habituées à seconder Aurélien en politique, elles confirment ce rôle de premier plan joué par les femmes qui fut ensuite minimisé. Un empereur ne pouvait pas être à la fois un grand général et un brillant politicien capable de nouer des alliances avec des représentants de l'aristocratie de toutes les provinces sans sa femme. Et à défaut, une femme d'État avait du mal à commander sur le champ de bataille sans un général qui pouvait la représenter fidèlement. Des tandems Zénobie-Zabdas ou Aurélien-Ulpia Sévérina se ressemblent donc étrangement et préfigurent ce que sera parfois le 5e siècle de l'Empire. Des femmes intelligentes en gestion des affaires publiques avec des généraux pour les représenter sur le champ de bataille. Si Ulpia Sévérina s'efface devant Tacite, puis Probus, c'est surtout par culture de piété et de modestie de la femme romaine. Rien n'aurait pu l'empêcher de jouer un rôle plus important, comme Agrippine ou Julia Mamea. Mais l'édifice construit par Aurélien semble donc assez solide pour perdurer quelques années avec l'excellent règne de Probus entre 276 et 282 qui élimine ses rivaux, notamment grâce à l'armée stationnée en Orient, et donc composée d'éléments à la fois illyriens et palmyréniens. Cela montre aussi à quel point l'armée palmyrénienne était forte et aurait pu l'emporter si elle avait été commandée avec un peu plus de subtilité. Oui, vous ne rêvez donc pas, le successeur d'Aurélien s'impose grâce à l'armée de Zabdas. Mais qu'advient-il ensuite ? Paradoxalement, après de brefs règnes qui pourtant n'étaient pas médiocres, arrive Dioclétien. Et si l'objectif d'Aurélien avait été de restaurer Rome dans toute sa grandeur, Dioclétien, pourtant célébré par beaucoup d'historiens comme étant un grand empereur, va finalement confirmer la division de l'Empire, instaurant d'abord une diarchie avec Maximien en 285, puis une tétrarchie à partir de 293. Jusque-là, il n'y avait rien de trop nouveau, puisque des frères comme Marc Aurèle et Lucius Verus avaient déjà partagé un temps l'Empire dans les années 160, puis Galien avec son père Valérien dans les années 250. Mais le système s'effondre dès que l'une des personnes choisies ne dirige plus sa propre partie d'Empire, car les liens d'amitié ou les liens familiaux avec le successeur ne sont plus aussi forts. Aussi, la tétrarchie volera-t-elle en éclats dès les années 300, provoquant de nouvelles guerres civiles.
Au mieux permet-elle de mieux pressentir les usurpateurs qui sont les Césars et les Augustes confirmés. Cela n'empêche pas non plus des révoltes d'importance, dont celle de Carausius et d'Alectus entre 286 et 297, lorsqu'une partie de la Gaule ainsi que la Bretagne échappe de nouveau au contrôle des empereurs légitimes, preuve qu'en réalité, dès la fin du IIIe siècle, l'Empire commence à perdre pied dans la région, ou alors ne s'y maintient qu'au prix de terribles représailles. Mais le plus étonnant au milieu de tout cela est que Rome n'est plus la capitale de l'Empire. Alors que l'Antiquité tardive progresse, elle est déchue de son rôle de ville au statut unique. Désormais, Dioclétien règne à Nicomédie et s'occupe de la partie orientale de l'Empire, plus riche et plus stable. Maximien choisit Milan comme capitale de l'Empire d'Occident, car plus proche de la frontière et plus apte à repousser des incursions dans la plaine du Pô de la part des Alamans. Le César Constance Chlore s'établit à Trèves afin de pacifier le Rhin où Francs, Burgondes, Jutes et Saxons commencent à s'agiter. Sa zone d'influence n'est ni plus ni moins que l'Empire des Gaules. L'autre César, Galère, préfère surveiller la région du Danube à Sirmium afin d'empêcher les Goths d'entrer dans les terres d'Empire. Cette région ne porte aucun nom particulier, mais cet éphémère empire balkanique était voué à n'être qu'une simple région militaire, avec la Grèce pour seule zone riche. Ces 4 capitales décentralisent l'Empire et font perdre à Rome son statut de centre du monde antique. Mais il s'agit d'une décision concertée et non subie, du moins tant que dure le long règne de Dioclétien entre 284 et 305. Paradoxalement donc, l'empereur de Rome règne sur la partie orientale de l'Empire qui ressemble beaucoup dans le tracé de ses frontières à celui de Palmyre. Il y est d'ailleurs obligé de condamner les chrétiens qui avaient prospéré pendant les règnes tolérants d'Odéna, Zénobie, Aurélien et Probus. Mais les persécutions seront totalement improductives, et lorsqu'arrivera Constantin à partir des années 320, les communautés chrétiennes l'accueilleront comme un empereur providentiel. D'une manière totalement inattendue, l'héritage de la période d'Aurélien et de Zénobie consiste à avoir jeté les bases d'un empire d'Orient, encore païen, ou aux contours flous, mais dans lequel l'absence de dévastation majeure, eut égard à l'aspect plutôt respectueux de la guerre qui y fut livrée, permit à l'Orient de devenir plus prospère que l'Occident, abriter autant des invasions barbares que des incursions perses. Quelque part, le scénario tragique de 476 puise ses racines dans le dénouement de ce noble affrontement entre Rome et Palmyre, puis l'attachement des empereurs successifs à relever Antioche pour en refaire une ville d'importance dès 276. Il ne manquait plus à cet empire d'Orient en gestation qu'une capitale, et Constantin allait la lui donner. Aurélien pouvait entrer dans la légende comme le restaurateur de l'unité de Rome, et Zénobie comme une reine de caractère, mais ils furent involontairement responsables de cette bascule à l'est du centre de gravité de l'Empire. En fait, une autre coïncidence géopolitique s'impose. Que ce soit l'empire de Justinien en 565, ou celui d'Aurélien en 274, voire celui de Dioclétien en 297, en soustrayant l'espace, ou plutôt les espaces en révolte, le tracé des frontières est presque inchangé. Seule l'Espagne non méditerranéenne et la Gaule sont réellement perdues au cours de ces 3 siècles, tandis que la Bretagne est déjà en train d'échapper au contrôle direct de Rome depuis 260, ayant la tentation de l'indépendance. Seuls les appuis locaux de la dynastie des Constantins la réintégreront durablement dans l'Empire au IVe siècle, mais elle sera passée par pertes et profits par Honorius dès 410. C'était la conclusion de cet épisode sur Émae, concernant les conséquences à long terme. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode historique, et je vous laisse faire en commentaire vos suggestions pour une prochaine bataille que vous aimeriez voir abordée, bien que cela puisse me prendre du temps. À bientôt
pour un nouvel épisode traitant soit d'histoire, soit de science-fiction, soit de mathématiques. Au revoir et à bientôt.